Bonjour tout le monde. La conférence va commencer sous peu. On vous remercie beaucoup d'être là pour notre 7e édition de la Fête des semences et de l'agriculture urbaine. On espère que vous passez une belle journée à date et que ça va continuer comme ça. Donc, c'est un événement qui demande beaucoup de bénévoles et aussi beaucoup de partenaires. Donc, on tient à remercier nos deux principaux partenaires, USC Canada et l'AMAPAC, le ministère de l'Agriculture, les pêcheries et l'Alimentation du Québec. Et aussi, vous avez l'occasion de contribuer si ça vous intéresse. On tient à ce que ça reste une fête gratuite, mais on vous invite à faire des contributions volontaires pour être sûr que l'événement revienne l'année prochaine. Et éventuellement, si vous êtes particulièrement généreux, peut-être qu'on serait capable de faire ça sur 2 jours. Donc, vous avez sûrement vu se promener des petits bacs un peu partout. Il y en aura un aussi à la sortie si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Donc, sans plus tarder, je vous présente votre conférencier, Stéphane Grola, qui va vous présenter la conférence qui s'appelle « Agriculture urbaine végétalienne pour des aliments éthiques et écologiques ». Donc, Stéphane, c'est le cofondateur du réseau d'agriculture mécanique. Il se passionne pour tout ce qui est des approches alternatives à l'alimentation, à l'agriculture, pour être plus respectueux des animaux, de l'environnement et des gens en général. Et c'est aussi l'organisateur principal des dernières éditions de la Fête des semences et de l'agriculture urbaine. Donc, je lui cède la parole et bonne conférence au monde. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à la conférence. En fait, c'est une conférence, la première fois que je l'ai fait, cette conférence-là, ça fait longtemps que je m'y intéresse au sujet, ça fait longtemps que je fais, que je pratique l'agriculture urbaine végétalienne. Et là, de faire une conférence comme ça, je trouve ça intéressant de vraiment l'axer même davantage sur urbaine. Et bon, ben, j'espère que je vais apprendre quelque chose. Je serais quand même curieux pour commencer. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler d'agriculture urbaine végétalienne? Peut-être lever la main s'il y en a il y en a quelques personnes. Il y en a qui pratiquent l'agriculture urbaine végétalienne? OK. Ben, il y en a qui savent. OK. Peut-être quelques personnes. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi. Bon, en fait, justement, dans ma présentation, le but, c'est justement de voir un peu le pourquoi. C'est quoi les motivations, les raisons de tout ça. Après ça, un peu du comment, différents éléments. Et donner quelques exemples de jardins, de moi ou des amis, qu'est-ce qu'on a fait dans cette optique-là d'agriculture urbaine végétalienne. Donc, pour commencer, je mettrai une petite définition un peu de qu'est-ce que j'entends par agriculture urbaine végétalienne. Ben, en fait, c'est l'idée de cultiver des aliments en milieu urbain, en ville, mais sans utiliser d'intrants chimiques ni d'intrants animaux, et tout ça dans un respect des écosystèmes. Donc, c'est un peu les éléments que je vais aborder. Il y a les mots-clés là-dedans, par exemple, milieu urbain. En ville, on habite en ville, souvent, quand on veut manger, quand on veut quelque chose, il faut l'importer. Il faut l'acheter, il faut le faire venir soit de la campagne, il faut l'importer de l'étranger. Donc, on est beaucoup dans la ville d'importer, avoir des intrants, amener des choses en ville. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de rejets. Par exemple, si on prend tous les égouts, si on prend tous les déchets. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la ville, qui est comme transformées, puis qui s'est ressorti sous forme de déchets ou une certaine dévalorisation. Donc, dans cette optique-là, ben, c'est pour ça qu'on essaye de voir est-ce qu'on peut être plus autonome en ville, surtout dans un contexte où mondialement, on est en train de vraiment surexploiter la planète. J'aime bien le concept d'empreinte écologique, donc c'est notre espace qu'on a besoin idéalement. Le concept, c'est chaque personne, combien d'espace on a besoin pour se nourrir ou pour vivre, puis on se rend compte qu'à l'échelle planétaire, on est beaucoup de monde et on consomme plus de ressources chaque année que ce que la planète est capable de produire. Donc, on consomme beaucoup. C'est pour ça que des fois, on dit qu'on aurait besoin de 2 planètes Terre pour combler nos besoins, ben, parce que notre mode de vie a cet impact-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'en prenant plus de place, on réduit la capacité ou la biocapacité de la planète de se reproduire. On est en train de gruger notre capital. C'est pas vrai qu'on dit, par exemple, même que les stocks de poissons, il n'y en aura plus bientôt parce qu'on surpêche. Donc, c'est vraiment un concept qu'en ayant ça en tête, donc comment on peut cultiver en ville en ayant un impact ou une empreinte écologique plus petite. Donc, dans l'autre concept, c'est les intrants chimiques. Pourquoi on évite les intrants chimiques en agriculture végétalienne?
Bon, c'est quoi? C'est des pesticides, des engrais chimiques, des OGM qui rentrent là-dedans. Entre autres, il y a des OGM qui produisent leurs propres pesticides, donc ça rentre encore là-dedans. Et malheureusement, dans la ville, on a le droit de les utiliser encore. Le Roundup, c'est encore en vente. Puis, pourtant, on sait qu'il y a des impacts. On sait que le Roundup, en fait, le glyphosate, ça peut causer des cancers, ça amène des problèmes de santé. On voit, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de maladies liées aux pesticides, entre autres des cancers, mais aussi tout l'impact sur la faune et la flore avec les composés chimiques qui vont créer plein d'informations, entre autres chez les amphibiens. Et, bon, l'impact sur la vie du sol et compagnie. Donc, il y a un impact. On évite les intrants chimiques parce que ça affecte la vie et notre sol. Et l'autre intrant qui souvent fait sourciller, pourquoi on éviterait les intrants animaux, c'est ce que je vais aborder un peu plus dans cette partie-là, parce que ça questionne beaucoup les gens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on entend d'abord? Ben, on parle de fumier animal qu'on éviterait d'utiliser. On éviterait aussi des sous-produits animaux. Entre autres, on entend farine de sang, poudre d'os, compost de crevettes qui sont souvent utilisés dans l'agriculture. Et on éviterait aussi les animaux d'élevage. Donc, voyons un peu pourquoi. On sait, encore là, dans notre concept d'empreinte écologique ou d'impact sur la planète, l'élevage a un gros impact. C'est ce qui consomme beaucoup d'eau. Donc, que ce soit parce qu'on consomme des produits animaux ou parce qu'on utilise des produits issus de l'élevage, c'est tout un système qui consomme beaucoup de ressources en eau, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, qui utilise beaucoup d'espace. Et au niveau des terres agricoles qui sont utilisées, ça occupe une grosse partie des terres agricoles. Donc, ça a un gros impact quand on dépend de ça. Et le fumier en particulier, donc, outre cet impact global, environnemental, qui a un impact sur la planète, le fumier est souvent utilisé. Actisol. Savez-vous c'est quoi l'actisol? Qui connaît l'actisol? Il y en a quelques personnes. Souvent, on retrouve ça, c'est vendu. C'est quoi en fait? C'est du fumier de poulet élevé en batterie qu'on a pris et qu'on a fait sécher. Donc, ce que ça implique, c'est sûr que d'un point de vue au niveau éthique, on peut dire que est-ce qu'on est d'accord avec ce système-là d'élevage qui est problématique, selon moi, qui ne prend pas en considération que les animaux vivent de la souffrance et une détresse psychologique. Mais il y a tout l'enjeu que, vu que c'est du fumier de poulet, de poule élevé de manière conventionnelle, il y a des OGM qui ont été nourris avec des OGM, il peut y avoir eu des hormones de croissance, des antibiotiques ou des résidus de pesticides qui restent certains, et la nourriture a été cultivée avec des engrais chimiques. Donc, ce fumier de poulet-là est simplement séché, il n'est pas composté, donc c'est ce que souvent les gens vont utiliser dans le jardin, sur des fermes, que, en tout cas, en agriculture biologique, c'est permis, sauf que dans l'agriculture végétalienne, de mon point de vue, on ne devrait pas utiliser ces types de produits-là si je veux pas utiliser de produits chimiques dans mon jardin. Mais il y a fumier, ça peut être du fumier composté qui va être vendu. Mais ce fumier-là, bon, ça vient souvent de vaches ou de moutons, de différents animaux. Il va avoir été composté, mais un enjeu qu'on peut voir, c'est tout encore là cet impact. Vu qu'on dit qu'il y a un gros impact sur la planète au niveau de l'élevage, il faudrait réduire l'élevage. Il faut qu'il y ait moins d'élevage si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, si on veut réduire l'utilisation de l'eau et de la pollution. Donc, il faut s'orienter vers moins d'animaux, moins de fumier animal. Donc, il faut trouver des alternatives. Et l'élevage, surtout au niveau du fumier de bœuf ou de vache, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre en raison de leur digestion. Tout ça. Donc, l'effet sur le changement climatique est important. Et plutôt que dire que ça nous prend du fumier, on peut prendre simplement les végétaux, plutôt qu'avoir un cycle où on passe où on passe des végétaux à l'animal et on prend le fumier, on peut prendre directement les végétaux et nourrir et répondre aux besoins des plantes. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on essaye de travailler en agriculture végétalienne, de dire on prend les végétaux et évitons les produits animaux. Parce que c'est la même chose que pour l'alimentation. Souvent, on va dire il y a une critique, c'est que ça prend des protéines animales. Non, ce qu'on a besoin, c'est des acides aminés pour se nourrir, pour pouvoir construire nos protéines.
Mais au niveau de l'agriculture, c'est pas du fumier animal qu'on a besoin, c'est certains nutriments. Ces nutriments-là, on peut les trouver dans les végétaux parce que la vache, elle ne crée pas des nutriments, elle fait simplement concentrer une partie de l'alimentation qu'elle a consommée. Donc, c'est les végétaux à la base qui contiennent les nutriments et non le fumier. Et un autre enjeu que moi je trouve dans cette idée de la ville est dépendante souvent des régions ou de l'importation, c'est que quand on importe, on utilise du fumier animal qu'on met dans notre jardin, ça veut dire qu'on est en train d'appauvrir une terre agricole où cette nourriture-là a été cultivée, où l'animal a été élevé. Donc, si on prend ces nutriments-là qu'on amène en ville, ça veut dire que probablement l'agriculteur va devoir compenser avec des engrais chimiques. Donc, si on regarde vraiment, on va plus loin dans le cycle, bien, ça veut dire qu'il faut sortir un peu de cette logique-là qui veut qu'on va importer des choses dans notre terrain qui appauvrir les autres. Et un autre enjeu, c'est tous les sous-produits de l'élevage qui sont utilisés comme farine de sein et compagnie, qu'il y a tout l'aspect éthique, mais aussi, généralement, c'est des animaux qui ont été élevés de manière conventionnelle, donc avec peut-être des résidus d'hormones et d'antibiotiques et compagnie. Donc, ça veut dire que ça peut être ça qu'on met en même temps dans notre jardin. Et bon, pourquoi aussi les animaux, on éviterait les intrants animaux comme les poules urbaines? Je sais que c'est quand même... il y en a qui trouvent ça très intéressant. Sauf que souvent on oublie, c'est beau une poule, mais il y a 50% des poules qui sont tuées à la naissance. Parce que dès que c'est un mâle, ben, le mâle ne produit pas d'œufs, donc il va être déchiqueté, broyé vivant, asphyxié ou peu importe. Donc, il y a toute une logique derrière d'exploitation qui est comme non respectueuse de la vie de l'animal. Et il y a aussi, au niveau écologique, de notre empreinte écologique, ben, c'est quand même, ça demande d'apporter de la nourriture pour nourrir les animaux, donc c'est encore là un impact. Et bon, il y aurait plein d'autres enjeux sur qu'est-ce qui se passe quand l'animal ne produit plus assez d'œufs, ou si l'animal, on n'en veut plus, qu'est-ce qui se passe avec. Donc c'est comme, vu souvent comme dans une optique de juste c'est un bien de consommation, alors que c'est quand même un être qui vit en tout cas des émotions et compagnie. Donc, bon, je parle un peu du pourquoi, un peu comment. Donc, si on ne veut pas prendre de fumier, si on ne veut pas prendre d'engrais chimiques, si on ne veut pas prendre d'animaux, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi nos outils pour jardiner en agriculture urbaine végétalienne? Bien, d'abord, c'est sûr qu'il y a toute cette idée de davantage s'inspirer de la nature. Donc, comment ça se passe dans la nature? C'est sûr qu'il n'y a pas une couche de fumier qui était épandue partout, mais plutôt, c'est un cycle où ce que tout fait partie d'un cycle comme l'arbre, il y a des feuilles qui vont tomber, qui vont être digérées, qui vont par les organismes du sol, ça va rendre les nutriments disponibles. Il y a de la vie qui va travailler le sol. Donc, il y a vraiment un cycle qui s'installe. Il peut y avoir des animaux sauvages qui se promènent à travers. Mais c'est vraiment, tout fait partie d'un cycle. Donc, dans cette idée d'être à partir d'un cycle, ben, on peut regarder la ville dans cette optique-là. Ça, j'ai essayé de résumer en trois façons qu'on peut orienter notre réflexion sur, d'abord, valoriser les nutriments qu'on importe, tout ce qu'on amène dans la ville, essayer de le réutiliser. Après ça, c'est créer un cycle fermé, produire dans la ville ce qu'on a besoin. Puis ensuite, il y a toute la question d'accroître la biodiversité. Donc, on va en parler un petit peu de chacun. Donc, il y a toute la question de gaspillage alimentaire. On importe plein de nourriture. Il y en a peut-être le tiers qui est perdu, mais tout ça, ça remplit nos sacs à vidange, ça remplit soit l'incinérateur à Québec, ça nous retombe sur la tête selon des formes toxiques, ou ça s'en va dans les sites d'enfouissement. Puis on dit qu'il y a à peu près, à cause dans les sites d'enfouissement, c'est peut-être 46% à peu près du méthane produit au Québec qui est lié au site d'enfouissement. Donc, en plus de perdre ces nutriments-là qu'on envoie dans les sites d'enfouissement, on pollue les nappes phréatiques avec les écoulements et l'air avec le méthane qui est émis. Donc, la première chose que je dis quand on veut faire de l'agriculture en ville, c'est de composter. Avant même en tout cas, la première chose qu'on devrait faire, c'est de prendre nos résidus alimentaires puis faire de quoi avec ça va nous servir de fertilisant pour nos cultures. Donc, il y a plusieurs possibilités. On peut faire du compostage à la maison si on a un espace. Sinon, il y a des projets de compostage communautaire. Ou si vous connaissez quelqu'un qui a un terrain, c'est peut-être de se regrouper et de faire un compost là-bas. Dans des jardins communautaires aussi, des fois, il y a des bacs. Sinon, il y a le bal compost.
si vous avez juste un balcon, ben, il y a des stratégies où on met une chaudière trouée au centre où on va mettre nos résidus, puis autour avec la terre qui va permettre de capter un peu s'il y a des écoulements, et on fait pousser des plantes, donc en même temps, ça sert autant de bacs de jardinage, récupérer certains nutriments et en même temps de composter nos choses. Donc c'est un petit système qui fonctionne en ville, n'importe où. Donc, autre compostage, le compostage, c'est vraiment d'éviter de jeter ce qu'on a déjà acheté, qui nous permet de fertiliser et de cultiver. Mais sinon, ben, voir la ville, qu'est-ce qu'en ville on peut produire ou qu'est-ce qu'on peut faire pour que les nutriments en ville restent en ville, puis qu'on amène des nouveaux nutriments pour remplacer fumier, engrais chimiques et compagnie. Donc, la première chose, ce serait éviter de perdre les nutriments qu'on a déjà. Donc, si on a un jardin communautaire ou un terrain, ben, il y a des nutriments déjà dans notre sol. La première chose, c'est de dire, ben, il ne faudrait pas que les perdre en raison, par exemple, des écoulements. S'il pleut, puis que ça s'en va, puis ça se lessive, on vient de perdre notre richesse. Ben, pour ça, on peut protéger avec un taillis, par exemple, avec du foin, de la paille ou des feuilles. Ou l'autre façon, c'est d'aller chercher, de faire pousser quelque chose pour prendre les nutriments avant que la pluie arrive, avant que la neige arrive. Donc, des engrais verts, par exemple, de céréales, comme à l'automne, on peut, après avoir cultivé, on peut épandre à la volée de l'avoine, de l'orge ou du blé, quelque chose qui va rapidement pousser, même s'il fait froid. Puis ça va aller chercher les nutriments, puis ça va en même temps aider à retenir le sol, pour éviter qu'il y ait une érosion. Parce que quand il pleut, ça part avec le sol aussi. Sinon, une autre stratégie que moi j'avais déjà vue, entre autres en Autriche, puis je trouve super intéressant, c'est au printemps, plutôt que l'automne, comme pour certains engrais verts qui vont passer l'hiver, c'est au printemps, dès qu'il n'y a plus de neige, de semer, par exemple, de l'épinard qui va rapidement pousser, puis il va garder les nutriments. Donc, faire un petit semis hâtif au printemps. On peut en manger un peu, mais sinon, ça peut même juste servir comme ça pour le couper puis le laisser sur place pour un taillis, si on veut. Sinon, il y a la question de produire les nutriments sur place. Entre autres, les engrais verts, c'est la stratégie, et particulièrement les engrais verts de légumineuses, qui en même temps dans notre thématique des légumineuses. Il y a plein de légumineuses qu'on peut utiliser, trèfle, luzerne, pois, lupin, lottie, en fait, c'est certaines légumineuses, et leur avantage, c'est justement la légumineuse, elle va faire une symbiose avec, au niveau des racines ou dans le sol, avec des bactéries, le rhizobium, puis ensemble, la plante va donner des nutriments aux bactéries, et les bactéries vont prendre l'azote de l'air et vont rendre ça disponible pour la plante. Donc, il y a vraiment une symbiose qui se produit chez les légumineuses, qui fait qu'on n'a pas besoin de fertiliser avec de l'azote, parce que la légumineuse, elle va directement la chercher dans l'air avec cette symbiose-là. Sinon, on peut aussi créer de la biomasse. Donc, si on veut faire, par exemple, un gros tas de compost, ou si on veut se faire un taillis, on peut faire pousser des choses. Ça prend plus d'espace. Si on prend dans ce cas-là à gauche, ça sera plus dédié à une parcelle. Comme ça, c'était du sorgho soudan, une plante qui va faire de la grosse végétation. Fait qu'en plus, ça pourrait être broyé après, puis servir comme taillis, ou coupé, puis on laisser en surface. Ou, une stratégie qui m'avait été présentée en Allemagne, c'était le topinambour. En fait, ça pousse partout. C'est comme une mauvaise herbe. C'est facile à faire pousser. Ça fait des grosses plantes. Et ça contient beaucoup d'azote aussi. Donc, dès que la plante commence à sécher, on peut couper, les tubercules sont faits, et toute cette végétation-là peut être utilisée soit pour augmenter un compost ou broyer, faire un taillis. Donc, on peut créer de la végétation ou de la biomasse sur place pour enrichir notre sol. Ou une autre biomasse, la pelouse. S'il y a des gens qui tondent la pelouse, puis, ben, ça peut être utilisé comme taillis entre des allées de légumes pour taillir, donc réduire l'impact de l'érosion de l'eau, etc. Mais en même temps, c'est tellement jeune et frais, c'est super riche en azote, ça donne un boost d'azote, et ça va nourrir les vers de terre et compagnie qui vont adorer cette fine... c'est comme au lieu de nourrir des vaches, on va nourrir notre vie du sol, puis ils vont être super heureux d'avoir cette alimentation-là. Donc,
Encore là, c'est du sur place qu'on peut prendre. Sinon, d'autres nutriments, ben, on peut récolter des plantes, faire des purins. Donc, entre autres, l'ortie, la consoude, la tanésie, la prêle. Donc, c'est des plantes souvent qui poussent de manière sauvage. On a juste à les récolter. Comme la prêle, par exemple, ça peut être utilisé, entre autres, comme pour lutter contre la fonte des semis. Donc, quand on fait nos semis, c'est bientôt le temps, il y en a peut-être qui ont commencé aussi. Donc, la prêle séchée, on la laisse décanter, on va récolter le liquide, puis on va le vaporiser, puis ça va nous permettre de lutter contre certains petits champignons qui vont attaquer les plantes. Donc, il y a tout un monde, les purins, mais il y a des purins qui peuvent servir autant de fertilisants, mais aussi de répulsifs contre certains insectes. Donc, il y a vraiment plein d'utilisations possibles. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite. C'est vraiment une belle avenue qu'on peut découvrir. Sinon, il y aurait peut-être même l'urine, en fait, qui est un nutriment qu'on a en ville, on a en abondance, je pense. C'est sûr que ce ne serait pas nécessairement recommandé si les gens prennent des médicaments, mais si quelqu'un mange bio et qu'il ne prend pas de médicaments, ben, c'est une super source d'azote et de potassium. Et dilué, ça peut être utilisé sans problème parce que c'est considéré stérile, c'est pas comme les excréments, mais c'est vraiment une autre substance. Puis il y a eu des tests qui ont été faits dans plein de pays et justement, à l'époque, c'était utilisé. Il y avait des collectes d'urine pour faire différents produits industriels, mais aussi pour la culture. Donc, ce serait une source possible en ville comme une source de nutriments. Sinon, ben, dans ce cycle fermé de la ville aussi, qu'on produit des choses, liées même à l'accroissement de la biodiversité, il y a toute la question des arbres. Les arbres, c'est vraiment une source hyper importante pour plein d'aspects. Bon, c'est sûr, on dit que quand il y a des arbres, on crée la pluie. Donc, les arbres ont un effet sur le climat. Il y a plein d'avantages. J'aime bien cette image-là parce qu'elle présente différentes possibilités selon les types d'arbres qui peuvent avoir. Ça peut être des arbres fruitiers, ça peut être des arbres pour amener de l'ombre, créer un brise-vent. Mais une des choses que l'arbre fait, c'est qu'à chaque année, il nous donne une masse importante de biomasse. Les feuilles, qu'on peut garder, donc plutôt que les jeter, on peut les garder, les mettre en tas, les laisser décomposer quelques années, et on va avoir au final une substance qui peut être utilisée comme taillis ou pour être utilisée dans du terreau à semis, etc. Donc, on a vraiment une substance qui nous tombe du ciel, c'est le cas de le dire. En ville, ben en fait, j'aimais bien cette image-là parce que des fois, où mettre les arbres, souvent il y a des critiques de les arbres vont faire de l'ombre dans le jardin, etc. Mais c'est un exemple de Porto Alegre où que, ben, la rue est recouverte. Donc la rue, c'est la meilleure place qui devrait avoir des arbres parce que ça va réduire l'effet d'îlot de chaleur, puis ça nous amène plein de biomasse qu'on peut utiliser pour d'autres fonctions. Et les arbres ont aussi l'avantage de pouvoir nous apporter ce qu'on appelle du bois ramial fragmenté. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est petite brindille d'arbre ou petit arbre avec un diamètre de moins de 7 cm qui va être réduit en petits copeaux, puis qui va être utilisé, ça peut être comme taillé, on peut aussi en faire un certain compostage, mais déjà juste en surface d'un sol, ça amène un champignon, le Basidiomycète, qui lui a la capacité de digérer la lignine de l'arbre et ça va le transformer en humus qui est stable à long terme. Donc, ça a un effet très positif sur le sol et quand il se développe, ça va s'accompagner de toute une faune et une flore du sol qui va venir brouter le champignon, le mycélium, puis après ça va créer tout un travail du sol qui va dynamiser le sol. Puis en fait, le BRF et les Basidiomycètes aident justement à la résistance à la sécheresse, maladie. Puis c'est sûr que les champignons, on sait qu'ils ont c'est beaucoup plus fin, leur mycélium, que les racines des arbres. Donc ça va permettre d'aller chercher des nutriments comme le phosphore, qui ne sont pas nécessairement disponibles par la plante. On a fait justement des tests à Québec dans cette idée de respecter l'écosystème. Souvent, on va essayer. Il y a des critiques qui sont amenées sur les tourbières. Donc, à quel point est-ce qu'on veut détruire certaines tourbières pour amener la tourbe en ville, pour pouvoir cultiver? Donc, est-ce qu'il y a des alternatives à la mousse de tourbe?
Et même, bon, il y aurait des alternatives comme la fibre de coco, mais c'est sûr que là, c'est une importation. C'est sûr que l'idéal, ce serait de laisser la fibre sur place pour qu'elle enrichisse le sol d'où viennent les palmiers. Donc, on a fait des tests, justement, de est-ce qu'on peut faire un terreau local avec des substances locales. Et ce qu'on a fait plusieurs tests. Donc, chaque rangée, c'est des tests différents. Puis bon, comme ici, par exemple, on voit que c'est pas très bon, là, parce que c'est des tests soit avec bois rénal fragmenté, BRF, bois rénal fragmenté, des feuilles décomposées, du compost, avec selon différentes proportions. Et parmi nos meilleurs résultats, c'est vraiment le mélange un tiers du bois rénal fragmenté qui avait été laissé décomposer environ 1 an de temps, avec des feuilles décomposées à peu près 1 an, 2 ans, dépendamment, il faut quand même que ça soit assez décomposé, et du compost domestique. Donc en mélangeant les trois, on réussissait à avoir des très beaux kales, et on l'a fait c'était le même résultat avec la laitue et avec les tomates aussi. Donc il y a possibilité, dans cette optique-là, de dire en ville, on peut produire notre propre terreau sans avoir à importer des choses qui viennent d'un écosystème ou de la campagne. Et tout un volet que je considère super important si on veut diversifier notre écosystème et notre alimentation. En fait, il y a au niveau des cultures. Donc, l'idée, c'est éviter les monocultures. Donc, parce que souvent, les monocultures, quand c'est toute la même plante, c'est beaucoup plus sujet aux maladies, aux insectes, mais aussi de cultiver une diversité pour être plus paré à différentes problématiques si le climat change, et surtout avec ce qui les années avec les changements climatiques, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Donc, si on cultive différents légumes, légumineuses, céréales, arbres à noix, arbres à fruits, donc il y a toute une diversité de choses qu'on peut cultiver, et d'abord miser sur la consommation humaine, dans le sens que plutôt que de passer par un animal qui a toujours des pertes et des émissions, etc., on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut cultiver, que nous, on va pouvoir directement s'alimenter, et il y en a une grande diversité de ce qu'on peut cultiver en ville, ou peut-être ce qui est plus céréales ou grande culture de légumineuses, ça peut-être plus périurbain, mais ça pousse, il y a plein de possibilités. Particulièrement les légumineuses dans la thématique, et je trouve qu'on néglige les légumineuses, et j'aimerais qu'on en cultive beaucoup plus au Québec parce qu'il y a un gros potentiel. On sait toutes les gourganes, qui c'était typique au lac Saint-Jean, mais les soupes au pois, les fèves au lard. Donc il y a comme plein de plats traditionnels québécois qui utilisent les légumineuses et qu'on a souvent négligé ou peut-être qu'on n'utilise pas assez, mais il y a une grande diversité de légumineuses qui peuvent pousser autant dans des jardins ou à plus grande échelle. Donc, ça serait à garder en tête pour la diversité. Et dans cette biodiversité-là, il y a toute la question des prédateurs naturels. Si on veut réduire l'utilisation des pesticides, insecticides et compagnie, il faut miser sur autre chose. Et plus naturellement, c'est de voir qu'est-ce qui, dans notre environnement, pourrait venir manger les insectes qu'on ne veut pas. Donc, il y a des petites guêpes qui vont pouvoir attaquer des insectes. Il y a évidemment grenouilles, crapauds, couleuvres, chauves-souris. Il y a plein des araignées, coccinelles. Donc, il y a vraiment plein de prédateurs naturels qui sont présents, mais peut-être qu'il faudrait les aider. Ça prend quand même des points d'eau pour pouvoir qu'il y ait des grenouilles. Ça prend des places pour nicher pour les chauves-souris ou des petits tas de pierres ou de bois pour les couleuvres. Donc, ça prend quand même certains aménagements. Il faut laisser de la place. Souvent aussi des environnements un peu plus à l'état sauvage. Si on a juste des aménagements paysagers où tout est trop clean, où il n'y a pas de place pour se cacher, on risque de ne pas pouvoir attirer ces prédateurs naturels-là. Et il y a aussi toute la question des pollinisateurs naturels qu'on néglige souvent. On parle beaucoup des abeilles, mais en fait, au Québec, on a peut-être 300 sortes d'insectes qui peuvent polliniser. On a entre autres 24 espèces de bourdons. Donc ça, c'est un bourdon. Moi, je le sais, sur mon balcon, dans Limoilou, c'est des bourdons qui viennent polliniser mes tomates. Donc moi, je les aime beaucoup. Et on se rend même compte, en fait, si on veut les aider, il faut d'abord s'y intéresser. Les connaître, les pollinisateurs naturels, il y a des petites mouches, il y a des papillons, il y a vraiment une grande diversité. Et c'est sûr qu'il faut éviter les pesticides. On sait que ça va les affecter. On le voit, on entend parler des néonicotinoïdes, entre autres, comme pesticides. On peut faire des aménagements comme mettre des plantes mellifères ou des plantes indigènes
qui vont aimer, que les insectes pollinisateurs vont aimer, entre autres le pissenlit, qui est justement une plante qui est bien appréciée des bourdons. Donc, ça prend des espaces de nidification, des espaces qui c'est pas de l'asphalte ou du béton, mais ça prend des espaces plus naturels. Et même, en faisant mes recherches, je voyais que les abeilles domestiques, on entend souvent parler, on parle de ruches urbaines, mais je mettrai un bémol là-dessus, parce que de plus en plus d'études montrent qu'il y a une compétition sur les ressources avec les pollinisateurs naturels. Donc, quand on amène une ruche ou des ruches dans un environnement, ben, les abeilles à miel ou domestiques ont une portée d'action plus grande que les pollinisateurs naturels et vont souvent prendre davantage le miel et le nectar, et ça va faire en sorte que souvent il y a des pollinisateurs naturels qui vont avoir de la difficulté à survivre dans ces environnements-là. Surtout quand on sait que les abeilles à miel ne sont pas indigènes ici, ont été importées d'Europe ou d'Afrique. Puis il y a une survalorisation aussi, parce que dans bien des cas, on pense que c'est les abeilles qui ont pollinisé, peut-être en partie, mais les bourdons sont plus efficaces dans bien des cas, entre autres dans les conditions fraîches et pluvieuses, que les bourdons sont plus intéressés, sont plus capables de polliniser. Donc, moi je mettrais un gros bémol sur vouloir mettre des ruches partout, quand on sait qu'il n'y a pas juste les abeilles qui sont affectées par les pesticides, mais il y a aussi les pollinisateurs naturels qui, de mon point de vue, sont plus importants parce qu'ils sont capables de survivre sans l'intervention humaine. Et il y a toute la question de la biodiversité au niveau du sol, qu'on néglige souvent. OK, c'est bon. Donc, il y a toute la biodiversité au niveau du sol. Il y a tout un réseau qui s'interpénètre. Et si on met des pesticides pour tuer certains champignons, etc., ben, on affecte toute une partie de la chaîne. Et dans le sol, il y a toute la rhizosphère, il y a tout un travail qui se fait, entre autres avec les bactéries qui vont digérer la roche, qui vont se faire manger par des protozoaires ou des nématodes, puis eux vont rendre disponibles les nutriments mangés par les bactéries, puis ça va devenir disponible aux plantes. Donc il y a comme un cycle. Si ça vous intéresse, c'est tout un gros champ à développer, à étudier, parce que c'est trippant de voir qu'on peut créer des nouveaux nutriments grâce à ça. Entre autres, le thé de compost, que si on fait tremper de manière avec de l'air, avec l'oxygène du compost, on brasse ça, puis après ça, on prend le liquide, et on va pouvoir assiminer puis rendre plus vivant un sol. Donc, quelques exemples pour terminer. Il y a plein d'approches différentes possibles en agriculture végétalienne. Il y a le bio-intensif qui mise à justement être plus autonome sur notre environnement. Le START, je vais en présenter quelques exemples. Donc, il y a plein d'approches, il y a plein de livres qui ont été faits là-dessus. Donc, il y a plein de gens qui se sont questionnés, qui se sont intéressés aux questions. Ça ici, en fait, c'est quelques exemples de ma culture en bac à Québec. Question des légumineuses, toujours, c'est vraiment les haricots d'Espagne, entre autres, c'est trippant, ça fait super beau et ça grimpe facilement sur les cordes. Ça sent même jusque chez le voisin, mais donc dans un petit pot, on produit quand même beaucoup de légumineuses. On peut les manger fraîches ou les laisser aller à maturité pour avoir, ça fait des genres de gros haricots, mais il y a plein d'haricots grimpants. Cultivés dans des bacs à double fond, le système quand même que présente le crack bitume. Donc il y a vraiment un système racinaire qui se développe. Donc c'est vraiment deux chaudières l'une dans l'autre, puis les racines vont aller chercher l'eau, puis vont pouvoir comme ça s'alimenter, s'abreuver plus longtemps que s'il n'y avait pas de réserve d'eau dans le bas. Donc moi j'aime bien créer une sorte de jungle sur le balcon. Donc c'est sûr que tomates, en fait je mise beaucoup, je prône les plantes grimpantes au maximum parce que ça permet de maximiser l'espace, ça permet de jardiner en 3 dimensions. Puis avec des tomates, plein de variétés, puis ça permet même d'en mettre congelé tellement à un moment donné il y en a. Puis moi je fais pas beaucoup de de drageonnage, je laisse pas mal pousser mes plants, puis ça fait des gros plants, puis plein de grappes en fait. Concombre, ça pousse très bien. Il y a vraiment plein de choses comme ça qu'on peut cultiver en ville, sur un balcon. Ça, c'est derrière, un peu plus ombragé. Donc, je trouve ça intéressant d'expérimenter les deux. Le kale, entre autres, qui résiste très bien à un milieu un peu plus ombragé. Les champignons, on peut cultiver ça en bac. C'est des pleurotes, ça. Entre autres, il y a Vincent, ici, des biologues champignons qui vendent. Ça, la chocha, c'est intéressant. C'est une plante grimpante qui va couvrir partout, mais qui fait des petits concombres. On peut les manger petits ou plus gros. On peut les farcir.
Épinard de Malabar qui est grimpant, donc j'aime bien les plantes grimpantes comme je disais, ça fait comme une genre de grosse feuille croquante. Puis quelques tests que j'ai faits en campagne depuis des années, entre autres la question, ça c'est un peu inspiré de la permaculture, l'idée de ne pas travailler jamais son sol, donc juste de couvrir le gazon avec entre autres du carton et du foin ou de la paille, des choses pour vraiment occuper tout l'espace. On plante des patates. En fait, à la base, on met le carton, on met une patate dans un trou, puis on couvre de foin, puis après ça, à l'automne, on récolte les pommes de terre. Et en même temps, ça a permis de détruire la végétation qu'il y avait en dessous, ce qui permet d'éviter de devoir travailler notre sol pour défaire la tourbe et tout ça. Donc, c'est une façon passive, si on veut, de préparer un terrain. La méthode Stout, j'avais vu ça dans des livres, je vais l'expérimenter. Donc, juste couvrir avec des galettes de foin, puis après ça, on plante là-dedans après quelques semaines. Ça nous donne un terrain très riche, parce qu'en fait, le foin, c'est ce qu'on donne aux vaches pour produire du lait. Donc, c'est riche en nutriments. L'ail, en fait, quelle heure, presque combien de temps? 0 minutes? Ok, je vais prendre 1 minute encore. Juste rapidement, l'ail, en fait, c'est de l'ail que j'ai jamais replanté depuis 7 ans. L'idée, c'est que je récolte jamais toute mon ail. L'ail repousse au même endroit, puis ça fait des colonies d'ail. Donc, ça pousse, c'est vraiment facile. Donc, des fraises, les courges qui poussent à travers les fraises. Donc, j'ai jamais fertilisé, sinon que dans ce cas-là, c'est avec du foin que je mettais, ou du compost, un peu de mon compost domestique. Puis bon, ça se fait en ville, comme ici au jardin Conway, avec Megan, qui jardine dans style permaculture, qui vraiment au printemps, c'est un des premiers jardins à avoir de la verdure dedans. Elle aime beaucoup les légumineuses, donc il y a plein de variétés qu'on peut faire pousser dans notre jardin. Il y a plein de fleurs pour protéger la biodiversité, un petit plan d'eau même qu'on peut pour attirer les insectes pollinisateurs ou prédateurs. Et les fruitiers qu'on peut même avoir en ville, ça c'est dans Saint-Roch, Pierre Normando, qui lui, il cultive de la vigne dans son petit terrain sur de la rue de la Salle. Donc, ça pousse très bien en ville. Il y a plein de variétés maintenant adaptées. Puis si on n'a pas de terrain, puis rien, ben, on peut faire des pousses ou des germinations, qui est une forme d'agriculture ou de jardinage en ville. Puis là-dessus, ben, si vous voulez en savoir plus, il y a différentes ressources qu'on peut aller sur Internet pour en savoir. Végéculture, c'est en français, sinon, souvent c'est en anglais. OK. Merci. Alors, ça va être le temps de la période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à aller vous mettre au micro et à poser vos questions à Stéphane. Et je vous rappelle la possibilité de faire des contributions volontaires. Si vous voulez, en sortant, je vais avoir le bac dans mes mains. Donc, je repasse la parole à Stéphane. Et à vous avec vos questions. Bon, moi, c'est pour le pile compost. Il y a 2 méthodes. On peut faire une méthode sans aération. C'est quoi la différence? En fait, ça dépend de ce qu'on veut comme bactéries qui se développent. C'est sûr que dès qu'on veut... En fait, moi, j'ai pris des cours avec Hélène Ignan, qui est la microbiologiste des sols, c'est grâce à elle qu'on sait la fonction de plusieurs des organismes dans les sols. Puis elle, ce qu'elle prend, il faut absolument que ce soit aérobique, selon elle, parce que si c'est anaérobique, c'est des bactéries, champignons, protozoaires qu'on ne veut pas qui vont se développer. C'est vraiment l'idée. C'est sûr qu'elle prône qu'on fasse une observation de notre compost au microscope pour voir quel type de bactéries se sont développées. Et là, après ça, dans notre thé de compost, l'idée, c'est... En fait, on peut faire juste... dans notre thé, on pourrait juste le faire brasser un peu, puis prendre le liquide. Mais si on veut, on peut même l'enrichir avec des nutriments pour faire davantage développer un type de fond ou flore qu'on veut dans notre thé de compost. Mais l'idée, c'est que ce soit aérobique pour que ce soit des bonnes bactéries ou des bons champignons qui se développent. J'ai entendu dire avec une chose aquarium, là, est-ce que ça peut... Oui, ça peut aller. C'est sûr qu'elle, ce qu'elle recommande, c'est vraiment que tout doit être brassé. Il ne faut pas qu'il y ait de coins qui ne soient pas brassés. Puis, c'est ça. Mais oui, ça fonctionne. Ça peut fonctionner. On l'a fait des tests avec des choses d'aquarium, puis ça fonctionnait. C'est juste des pas délicats aussi. Il faut bien nettoyer pour pas qu'il y ait de films de bactéries qui s'installent et qu'il y ait une dégénérescence avec le temps. Mais est-ce qu'il faut mettre une toile textile dessus? Non, mais en fait, on peut faire un petit contenant, là, pour faire, c'est pas besoin de faire un gros bac, là, mais en fait, si on fait un petit contenant avec une pompe d'aquarium, on peut le recouvrir d'un tissu par-dessus, si on veut pas qu'il y ait d'insectes qui aillent dedans.
Oui, c'est correct, c'est ça peut marcher. Ouais. Quand on est à la campagne, on peut mettre en juste. Oui. Oui. Juste une question derrière. Oui, c'est au sujet du bac compost. Est-ce que la photo que vous avez montrée tantôt la dimension du bac, est-ce qu'on peut penser que le rendement va suffire pour la culture de balcon? Là, c'est quoi le rendement là, de... Non, en fait, c'est sûr que ça dépend aussi. Si c'est une famille de 4 personnes, ce ne sera pas suffisant un petit bac compost comme ça. Non, mais supposons une personne, mais est-ce qu'il faut avoir comme une proportion de un bac pour un bac de... En fait, c'est surprenant. Si c'est juste nos légumes, nos petits résidus de cuisine, ça va pas faire une grosse quantité de compost. Non, c'est ça. C'est pas énorme là, quand même. Fait que, on pourrait dire que ça pourrait aider pour quelques bacs. Mettons, ça dépend de la proportion qu'on met de compost dans notre bac, puis qu'est-ce qu'on veut cultiver. Mais c'est sûr que on remplit notre bac, puis au final, il ne reste plus grand-chose dedans. Fait que ça fait pas une grosse quantité quand même. Ah, OK, merci. Mais c'est une façon de gérer nos résidus, par exemple. Oui? Ma question est aussi au sujet du compost. Comment gérer nos résidus l'hiver? OK. L'hiver, une des stratégies, en fait, l'idéal, c'est sûr que c'est d'avoir un espace pour faire du compost. On a un gros bac, on peut garder dans les chaudières notre compost et il va geler. Il va pas sentir, il n'y aura pas de problème. Puis quand il va commencer à dégeler au printemps, on va faire un compost de style lasagne, si on veut, où ce qu'on va mettre mettons, si on a comme 4-5 chaudières de résidus alimentaires congelés, qui dégèlent, on met une chaudière, on va mettre une bonne couche de paille, de feuilles, tout ça, on va mettre une autre chaudière par-dessus, on va mettre une couche de feuilles, de paille, tout ça. On va faire comme des couches comme ça, puis on va laisser composter. Donc, c'est la meilleure stratégie si on a un peu d'espace pour emmagasiner. Puis la méthode pâté chinoise, c'est feuilles, paille et non pas terre. La terre, elle n'a pas besoin d'être décompose pas. On pourrait saupoudrer un petit peu de terre mais j'aurais plus tendance à saupoudrer peut-être du compost quand même pour peut-être inoculer. Mais la terre, c'est pas nécessaire d'en mettre dedans.